de retour sur ce plateau, hein. Je vous rappelle qu'on aura donc l'actualité des sports d'ailleurs telle qu'annoncée par la transition. Mais je vous propose qu'on reçoive notre invité ce matin, professeur Placide Klidjo, enseignant-chercheur à l'université d'Abou-Mekalavi, directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire. Invité de marque au sixième sommet Climate Change Afrique. Salut donc notre invité ce matin, professeur Klidjo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, nous allons faire ce qu'on peut appeler le débriefing de cette rencontre qui a eu lieu à Cotonou. C'était la semaine écoulée. Justement, à Cotonou, en début de semaine écoulée, la sixième édition de la rencontre Climate Change Afrique 2025 a eu lieu. En quoi est-ce qu'une telle organisation est bénéfique vraiment pour la ville comme Cotonou? Oui, justement, merci beaucoup. Dans les problèmes environnementaux qu'on rencontre, il faudrait que les acteurs puissent vraiment participer efficacement. Et dans le système béninois où la décentralisation a permis, enfin, donner le pouvoir aux maires, c'est tout comme si c'était les présidents de la République de leur localité. Donc, si ceux-là prennent en compte les problèmes environnementaux, on est sûr que nous allons vraiment réussir à contourner les difficultés qu'entraînent les changements climatiques. Mais on a eu l'impression qu'à Cotonou, c'était comme une rencontre élitiste, parce qu'il y a eu des professeurs d'université, les gens un peu au sommet qui parlent beaucoup français, là, qui se sont vus. Oui, pas seulement, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont invités, parce Ok, que les jeunes, il y a porté un message. ok. Bon, on peut le sommer. Donc c'était un ensemble. Seulement, la particularité, c'est la première fois que officiellement on voit des intellectuels qui sont invités à réfléchir pour proposer des solutions C'est ça, au changement climatique. c'est ça. Ça se fait de façon cyclique dans les autres sommets où c'est une répétition de ce qui se passe habituellement, où Ouais. les solutions sont classiques. Parce que vous savez, pour les sommets, là, avant qu'on ne commence le sommet, on a déjà les On a déjà une résolutions. idée un peu, Voilà. oui. Mais cette fois-ci, c'est pas le cas, il y a une innovation. L'innovation, c'est sur les savoirs endogènes Oui. qu'il faut intégrer dans la résilience des sociétés africaines. On va en parler en profondeur tout à l'heure. C'est la mairie donc de Cotonou qui a pris le devant de l'organisation. La ville capitale économique du Bénin a-t-elle vraiment des raisons évidentes de jouer les premiers rôles? Cotonou relativement est en train en tout cas de répondre un peu aux exigences liées au changement climatique, non? Oui, la ville de Cotonou est située en bordure de De mer la mer, oui. et c'est bloqué entre la mer et le lac Nokoué. Et avec les changements climatiques, il y aura réchauffement. Avec le réchauffement, il y aura montée de niveau des mers et automatiquement Cotonou est concerné parce que dès que le niveau des mers va augmenter, dans ma communication, j'ai présenté une simulation. Dès que le niveau des mers monte de 5 mètres, Cotonou va pratiquement disparaître. Donc, Carrément. carrément. Donc, ce qui fait que nous avons intérêt à lutter pour que cela n'arrive pas. Est-ce que c'est possible de, mettons, de limiter un peu les dégâts quand on sait que, et vous l'aviez dit tout à l'heure, Cotonou risque de disparaître si l'eau monte à 6 mètres? Est-ce que c'est encore pertinent d'investir dans Cotonou ou bien d'aller créer carrément une autre ville? On ne pourra pas dire qu'il fallait. La création d'une autre ville, là, c'est programmé. Ce n'est pas parce que Cotonou va disparaître qu'il ne faut pas créer d'autres villes, parce que lorsque la ville évolue, ou la ville s'engorge, il faut vraiment penser à désengorger et en créant une autre ville. Mais le cas de Cotonou concernant la montée des eaux, Ouais. c'est normal qu'on puisse vraiment penser à désengorger. Mais désengorger Cotonou, ce n'est pas nécessairement créer une autre ville, mais c'est l'aider à s'étendre vers Calavi, vers Cocotomé et autres là. Et ça se fait spontanément. Oui. Ou bien il faut carrément laisser tomber Cotonou, Et, ne et, plus du tout investir non, ce il y qu'on a un fait là. programme de création d'une ville écologique vers Alada et Webo là-bas. Ouais, mais le programme n'a pas abouti. Je pense que nous allons revenir là-dessus. Ouais. Alors, les chercheurs et les scientifiques ont été fortement associés à la tenue de la rencontre, hein. Vous l'aviez dit, c'est d'ailleurs la particularité de cette édition-là. Vous, en tant qu'invité de marque, vous dites que c'est une démarche louable de la part de la mairie. Pourquoi? Oui, justement, pendant longtemps, on a laissé l'organisation aux autres structures, mais ils n'ont jamais mis l'accent sur l'originalité, sur les savoirs endogènes. C'est la première fois que la mairie organise, et c'est en fait la particularité parce que les acteurs sont invités et on est descendu un peu plus bas pour voir réellement d'autres solutions qu'il faut proposer
pour pouvoir juguler le phénomène. Mais on parle de savoir endogène, pourquoi c'est les universitaires qu'on invite? Justement, parce que jusque-là, les savoirs endogènes sont passés au second rang. Certains traitent ça de diabolique pour les religieux, alors que tout ce que nous prenons comme comprimé, comprimé, tout est issu des savoirs endogènes et les plantes qu'il faut transformer, extraire le produit actif pour pouvoir faire des comprimés. Donc si nous pouvons vraiment revenir à ça. Et l'exemple qu'on a donné le jour là, c'était les faiseurs de pluie. Les faiseurs de pluie, tout le monde sait que on peut, lorsque vous avez une cérémonie que vous ne les aménagez pas, vous serez changé par la pluie. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser positivement ces savoirs que nous avons au niveau de notre société? Mais ça va avoir des limites, justement, parce que quand vous dites les faiseurs de pluie, ils ne font la pluie qu'en temps de pluie. Parce que pendant la sécheresse, ils n'ont pas de magie pour faire tomber la pluie. Et on en a souffert. Donc, il y a des limites. Mais justement, chaque science a ses règles. C'est parce que ce n'est pas cartésien. On ne peut pas démontrer que ça a été balayé de revers de main. Mais une fois qu'on constate les effets, on peut approfondir, c'est ce que nous proposons. On ne peut pas rester ici maintenant et dire ce que vous avez dit, c'est vrai, parce que s'il n'y a pas de nuages, on va provoquer la pluie. C'est vraiment difficile pour eux. Je ne veux pas dire pas provoquer, c'est difficile pour eux de le faire. Mais si j'appelle cette connaissance-là, il faut vraiment approfondir pour voir les contournements. Parce que même en science aussi, ce n'est pas que les solutions sont toutes faites, mais c'est en développant qu'on arrive à contourner les difficultés. Mais chez nous, c'était embryonnaire, on l'a coupé pour dire non, il faut maintenant la science, il faut les nouveautés, et on a laissé. Nous avons pas mal de possibilités. Vous savez que les nôtres peuvent aller quitter ici, aller en France en 5 minutes. Sans visa, sans avion. J'espère qu'ils ne seront pas rapatriés. Oui. Non, s'il veut arriver là-bas, il peut revenir comme il tranquillement. Oui. Alors, il faut approfondir pour voir comment c'est organisé. Même s'ils ne sont pas allés en France, s'il veut aller à une destination B, il peut vraiment, ils appellent ça écourter le chemin. Raccourcir le chemin. Non, ça leur permet quand même, c'est des avantages. Lorsque nous avons de l'embouteillage tout le temps, oui. en utilisant, on peut le faire. Mais ce n'est pas des savoirs qui sont développés. C'est resté embryonnaire, c'est traité de diabolique. Donc, nous, à l'université, maintenant, nous sommes en train d'approfondir cela. Vous savez que pour les faiseurs de pluie, on a mis des étudiants là-dessus, ils ont soutenu leur thèse, et le doctorant qui a fait aujourd'hui est déjà professeur, maître de conférence, donc il continue de fouiller là-dessus. Au niveau de notre laboratoire de climatologie, c'est l'ethnoclimatologie, la branche qui s'occupe de ces aspects-là. Donc, nous voulons que dans tous les domaines au niveau de l'université, on puisse vraiment approfondir ces connaissances pour que nous puissions vraiment valemment les utiliser pour aider la résilience au niveau des changements climatiques. Le problème qui se pose justement avec ces connaissances endogènes ou ces valeurs traditionnelles, c'est en griffe la scientifisation du procédé. Et je ne sais pas si les fouilles ont permis quand même d'établir des normes qui peuvent être vérifiables sous tous les cieux, par exemple, comme en science, quand les conditions sont réunies. Oui, le vrai problème est là. Pourquoi veux-tu qu'on soit vraiment montrer la scientificité de tout, alors qu'on remarque les effets, oui. On constate, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a d'autres règles. Oui. Et c'est ces règles-là que les universités doivent faire ressortir. Et nous allons commencer par les respecter. Alors, j'ai trouvé assez curieux que les scientifiques aujourd'hui cherchent à un peu comprendre les phénomènes et les valeurs traditionnelles. Pourtant, c'est eux qui ont combattu ça au départ. Qu'est-ce qui a changé la mentalité aujourd'hui? Est-ce que c'est eux? C'est un peu la religion monothéiste, ce ne sont pas nécessairement eux, parce que lorsqu'on vous dit tout ce que vous avez en main comme connaissance là, c'est mauvais. Ce n'est pas eux. Actuellement, vous voyez, tout récemment en France, la tempête Benjamin a eu à passer, à casser tout. Puis, si au niveau de la Floride, en Amérique et autres, là, il y a la répétition des cyclones et autres, là. Malgré la scientificité,
de la connaissance, malgré tout ce que... La rigueur, tout, tout. il y a des événements où ils ne peuvent rien. Alors, est-ce qu'on ne va pas réfléchir pour voir si, de notre côté, il n'y a pas une solution qui peut les aider facilement? Parce que jusque-là, au niveau des risques, Oui. on n'arrive pas vraiment à contenir, à contourner. Ça vient toujours et ça embête. Alors, vous qui participez à des rencontres internationales et autres, est-ce qu'il arrive que vous exposez un peu ces connaissances-là ailleurs? Je parlais du monde occidental. Est-ce qu'ils ont une oreille par rapport à ce qui se fait et ce qui se dit désormais? Oui, c'est maintenant qu'on a commencé, je vais dire, parce que j'ai eu à exposer ce point de vue une fois au Japon. Ça a été beaucoup apprécié. Seulement, on n'a pas développé parce qu'en ce moment, l'atelier dans lequel je travaillais là, c'était la production de l'hydrogène pour avoir de l'énergie désormais. Qui était, enfin, c'est ce pourquoi on nous a fait voyager. Mais moi, je leur ai dit, si je veux avoir de l'énergie, il y a d'autres moyens. Et j'ai exposé un peu la possibilité d'avoir de l'énergie. Ça a attiré leur attention, mais on n'a pas développé. Donc c'est progressivement que ça va prendre. Mais ça fait qu'après l'atelier, on est resté en contact. On a commencé par échanger. Et tout le problème, c'est de démontrer la scientificité, comme tu l'as dit, de la connaissance que nous avons. Et je leur ai dit non, ce n'est pas nécessairement ça. On peut avoir d'autres moyens pour pouvoir avoir les mêmes réponses. On a toujours gardé secret nos secrets, comme je le dis. Mettre ça sur la place publique comme ça, comme la science aime le faire, est-ce que ce n'est pas un danger pour les Africains? Parce qu'on sait que la plupart de nos richesses ont été, mettons, pillées, expropriées, changées, vandalisées, recouvertes d'autres emballages qu'on nous retourne après comme les propriétés des gens, des Occidentaux qui ont inventé. Oui, justement, nos parents nous traitent de bavards, nous, les scientifiques aujourd'hui, parce que nous prenons les connaissances et nous allons les publier. Oui. Ce qui a fait qu'au niveau, au niveau de l'Afrique, vous allez voir que la tradition est orale. Donc, on ne s'est pas documenté quelque part où vous pouvez aller lire et reprendre les connaissances. Oui. Et c'est les grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Et nous, en tant qu'Africains et intellectuels aujourd'hui, scientifiques, nous sommes en train de jouer sur enfin, les deux côtés, ne pas être bavard, mais être ouvert aux autres, comme les Chinois l'ont fait. Les Chinois n'ont pas rejeté la science, mais ils ont leur manière de faire qu'ils ont gardée. Mais il faut associer les deux désormais au niveau des intellectuels et aller vers nos tradithérapeutes, aller vers les savoirs endogènes Oui. et collaborer avec eux. Et voir maintenant, en fait, leur problème c'était quoi? Sur le plan scientifique, celui qui a la connaissance, il a un brevet et il vit de ça. Maintenant, sur le plan africain, il n'y a pas de brevet. On dit, donne tes connaissances, nous allons montrer parce que les autres ont montré. Et c'est là le vrai problème. Ça pose un problème véritablement. Pour en revenir à la rencontre, quelles sont les idées phares à retenir, je dois dire, du rendez-vous de Cotonou? Non, en fait, ça se termine toujours par les feuilles de route. Cette fois-ci, c'est la feuille de route de Cotonou, ce qu'il faut faire désormais pour les risques, qu'il faut en tenir compte, les connaissances, et on prépare déjà le prochain sommet. Et cette fois-ci, il y a les ambassadeurs, les jeunes qu'on a associés maintenant. C'est ce que tu disais, que ce n'est pas seulement les intellectuels qui sont invités, mais les jeunes, il y a d'autres catégories d'acteurs qui sont invités aussi. Et ils ont le message de demander vraiment à tout le monde de diminuer les gaz à effet de serre pour pouvoir faire baisser la température au niveau de la planète. Professeur, on a l'impression qu'on prêche dans le désert, non? Ça fait quand même des années, des dizaines d'années que nous parlons de changement climatique, que nous appelons au changement de comportement, à la préservation de la nature, etc. On n'a pas bien l'impression que les gens nous entendent. Hein. Non, justement, l'aspect qu'on a évoqué au niveau de ce sommet sur les savoirs endogènes, on ne le faisait pas comme ça. C'était classique ce qu'on faisait. Voilà, sur le plan scientifique, si c'est les risques, là, les solutions sont connues à l'avance et on l'a fait pendant des années, comme tu l'as dit. Oui. Mais cette fois-ci, évoluer un peu vers les savoirs endogènes pour voir ce que ça va donner. Vous y croyez? Fermement. Est-ce que ça va arrêter les typhons aux États-Unis et autres? Mais bien sûr, c'est pas la connaissance, ces savoirs-là ne sont pas maîtrisés jusqu'à présent.
Alors, lorsqu'on va fouiller, vous allez voir que ça ne va pas arrêter de façon, enfin, en suivant les branches de la science. Vous voyez, lorsqu'on fait science, lorsque vous avez un objet et une méthode classique et autres, mais ceci-là, on n'arrive pas à identifier la méthode. Il faut être initié pour comprendre. Oui. Oui, donc ça veut dire qu'on peut vraiment avoir la solution à ces typhons-là. Peut-être qu'on en arriverait à immoler des bœufs ou des moutons pour calmer les typhons, faire moins de victimes. Comment Oui, il faut on voir le allège. sens de l'immolation des bœufs et autres. Il faut voir le sens que ça donne. Ce n'est pas tuer le bœuf qui est le problème. Mais comme, par exemple, il y a quelqu'un qui a essayé de calculer, enfin, lorsqu'on prie pour quelqu'un pour la guérison, Oui. il a associé les connaissances scientifiques et la guérison. Donc, on prie pour la personne et il a mis le cerveau de la personne sous scanner pour voir le comportement du cerveau de la personne. Et effectivement, il y a eu guérison. Donc, il a vu comment le cerveau a tourné. Donc, on y arrivera vraiment. Lorsque celui-là a fait l'expérience, il a démontré quand même qu'avec la prière, on peut guérir. Vous voyez, ce n'est pas que c'est Dieu, c'est le diable et autres, mais Il y il a a un un lien direct direct entre la entre, prière et ce voilà, processus de voilà. Donc, guérison. progressivement, à la collaboration entre les intellectuels et ceux qui détiennent le savoir endogène, nous allons nous en sortir vraiment. Professeur Cléjo, merci beaucoup. Merci, merci Je vraiment. rappelle que vous C'est moi. êtes professeur Placide Cléjo, vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste des questions climatologiques. Vous étiez invité de marque au 6e sommet Climate Change Afrique tenu à Cotonou et organisé, en tout cas en premier plan, par la mairie de la ville. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici maintenant les sports.